Il est 19 h, merci de votre attention. Voici les titres de votre journal. Les entreprises mahoraises en difficulté face à la conjoncture économique, mais elles arrivent à se stabiliser, à en croire l'enquête menée par l'INSEE. Dans son rapport 2016 rendu public, nos entreprises dites formelles ont produit pas moins de 500 millions d'euros de richesse et investi plus de 100 millions d'euros. La campagne pour la présidence de la CAPAM se poursuit. Ce soir, nous vous présentons le syndicat MODEF qui se dit pragmatique dans ses projets. Son représentant Andy Amboudi est notre invité dans ce journal. Et puis les CMEA relancent leurs activités. Les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active étaient en séminaire dans le chef-lieu. Nous ferons le point dans un court instant. Mais d'abord, la colère des parents d'élèves de l'école Tsunzu 2 face à ce qu'ils appellent le laxisme des autorités municipales. L'école de leurs enfants connaît une situation alarmante en termes d'hygiène et de sécurité. Ajoutez à cela le manque de manuels et autres fournitures scolaires. Pour se faire entendre, ils ont tout simplement décidé de fermer l'établissement jusqu'à ce qu'ils obtiennent une réponse à leurs attentes. Le reportage d'Andiat Banaïssa et Daniel Abdou. Les parents d'élèves de Tsunzu 2 ne comptent rien lâcher. Elles ont commencé par fermer l'établissement pour protester contre la dégradation des toilettes, principal motif de cette colère. Tout est dégueulasse, disent-elles. Il faut se boucher le nez en permanence, ce que les enfants ne peuvent pas faire. Un problème récurrent et donc insupportable. Les fosses septiques sont pleines. Le matin, chaque fois que nous, les parents, on vient ici pour déposer nos enfants, on n'arrive pas à respirer. Du coup, depuis l'année dernière, on a demandé ça, personne n'est venu. Là, cette année, en début d'année, on a eu 2 réunions, on n'a jamais vu un agent de la mairie. Et là, on avait fait un courrier, on avait demandé au directeur de faire un courrier disant à la mairie qu'après les vacances de décembre, si on voit que les travaux ne sont pas faits, nous, on allait fermer l'école. Outre ces problèmes de toilettes, les parents d'élèves revendiquent également des ventilateurs, des climatiseurs ou encore des chapiteaux pour permettre aux enfants de manger en période de pluie. Des revendications qui datent de l'année dernière et auxquelles la mairie ne s'est jamais préoccupée, disent-elles. On réclame déjà concernant les gouttières qui sont en haut, là, qui ramènent l'eau. Ils sont tous cassés, ça fait longtemps. Et là, quand il pleut, il y a de l'eau partout ici et c'est l'endroit où les enfants ils jouent. Et là où il y a l'eau peut passer, c'est bouché aussi, alors il n'y a rien qui est fait. Contactée par le soin, la mairie de Mamoudzou n'a pas souhaité en parler. Les parents, elles, maintiennent leur mouvement. Nous parlions hier de la colère des habitants du quartier Racine dans la commune de Djaoudi-Labattoir. Ils se plaignaient de subir des odeurs nauséabondes des canalisations des eaux usées. Le maire avait pris l'engagement d'agir rapidement. C'est chose faite depuis ce matin. La municipalité vient en effet d'engager des opérations pour dégager les buses bouchées afin d'éliminer ces odeurs insupportables. Image signée Ibrahim Yaya. Au plan économique, les entreprises mahoraises s'en sortent pas mal malgré une situation difficile dans le domaine. Dans son rapport de 2016 qu'il vient de rendre public, l'INSEE annonce que les entreprises dites formelles ont produit plus de 500 millions d'euros et investi, plus de 500 millions d'euros de richesse et investi dans le même temps plus de 100 millions d'euros. Plus de précisions avec Andiat Banaïssa et Farou Seli. Il ressort de cette enquête qu'en 2016, 2052 entreprises connues des services fiscaux exerçaient à Mayotte une activité marchande. Elles ont réalisé un chiffre d'affaires de 1,66 milliard d'euros et généré 539 millions d'euros de richesse. Cette enquête permet aujourd'hui de mesurer l'évolution du secteur productif du territoire qui est un véritable enjeu de développement et ce secteur ne crée qu'un quart de richesse. On a un secteur, une économie qui dépend beaucoup de la commande publique, de la consommation des ménages. Et un des enjeux, c'est évidemment que ce secteur productif se développe. Aujourd'hui, il ne compte qu'un quart, mais vraisemblablement, il est amené à se développer dans les années à venir.
Pour le coup, quand on regarde un petit peu ce secteur productif dans le détail, on voit que 60% de la création de la richesse dépend de 3 secteurs fondamentaux. Construction, commerce et industrie. Ce sont 11 350 salariés employés à temps plein par ces entreprises qui produisent cette richesse. Il y a 40% d'entreprises qui n'emploient personne, 50% fait travailler entre 1 et 9 individus et 11% entre 10 et 249. Seulement 3 entreprises emploient entre 250 et 499 salariés, aucune à 500 ou plus. Ce qui fait que l'économie dépend beaucoup de commandes publiques et de la consommation des ménages et qu'il est beaucoup question de créer de nouveaux secteurs d'activité. Aujourd'hui, l'économie est très concentrée. Alors, dans le secteur productif qu'on a vu, il y a à peu près 2000 entreprises, hors agriculture et secteur financier. Et 1% de ces entreprises, donc 20, créent 43% de la richesse. Donc on a une économie qui est très très concentrée sur quelques acteurs. Ça, c'est quand même un vrai phénomène. Et pour le coup, l'investissement est aussi très concentré. On voit par exemple dans les 118 millions d'euros qui ont été investis en 2016, 40%, plus de 40% sont dans la construction, dans le bâtiment. Le taux de la marge commerciale à Mayotte est de 25%, comme à La Réunion, selon l'INSEE, ce qui peut favoriser l'implantation d'entreprises supplémentaires sur le département. Autre élément ce soir, nous nous intéressons à l'EFPAM, l'établissement foncier et d'aménagement de Mayotte, un outil national attendu depuis une quinzaine d'années sur le territoire et créé chez nous il y a tout juste 1 an et demi. Trop tôt encore pour en faire le bilan, mais alors quelles sont ses missions, ses projets, voire ses difficultés? Élément de réponse dans ce reportage de Génial Atmani et Gérard Dindouy. Implanté à Cavani et créé en juin 2017, l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte est aujourd'hui dans sa phase de montée en puissance. Yves-Michel Donard et ses équipes travaillent actuellement sur une dizaine de projets du nord au sud de l'île, projets en partenariat avec les collectivités et institutions. Ici, ces techniciens réfléchissent à Mayotte de demain. C'est le projet de Dougène. C'est un projet de ZAC, donc zone d'aménagement concerté. C'est un projet d'aménagement mixte qui inclura des logements, des activités commerciales, une école, un plateau sportif, un cimetière, voilà, entre autres. L'aménagement urbain, agricole, mais aussi le foncier, les 3 domaines d'activité de l'EFPAM qui dispose d'un budget annuel de plus de 3 millions d'euros sur 5 ans. En plus de maîtriser le foncier sur les opérations d'aménagement sur lesquelles on travaille, on intervient aussi pour les projets notamment de CIDEVAM. On fait de la maîtrise foncière, de l'ingénierie de maîtrise foncière, de faire en sorte que le foncier leur revienne. Donc revient au CIDEVAM parce qu'aujourd'hui, en fait, ils se sont rendus compte que sur l'ensemble, quasiment l'ensemble des sites sur lesquels ils exploitent, le foncier ne leur appartient pas. Le foncier, le nerf de la guerre à Mayotte, est là aussi pour concrétiser les projets. Tout se met tranquillement en place. La question, en fait, je veux dire, principale à laquelle nous sommes confrontés, c'est savoir qui est le vrai propriétaire. Donc c'est du foncier, c'est un peu ça la question de base. Mais bon, aujourd'hui, on espère qu'avec les outils prévus et mis en place par l'État, tels que la commission d'urgence foncière, cela permettra peut-être d'arriver à des résultats. Mais une des grosses difficultés aujourd'hui, c'est que surtout le foncier est vendu à un prix qui est bien au-delà de sa valeur réelle. Ce sont des équations. Aujourd'hui, donc, on a ces questions de prix du foncier, donc on essaie de discuter. Si on n'arrive pas à l'amiable, on passera certainement devant le juge. On travaille une solution d'expropriation pour essayer de trouver un juste prix. Et on espère que demain, l'action de l'établissement à l'échelle du territoire permettra quelque part de réguler aussi ces prix du foncier. Compte tenu de l'exiguïté du territoire, du taux de logements insalubres estimé à 70% et d'une population notamment clandestine en constante augmentation, une question se pose aujourd'hui. L'établissement public foncier et d'aménagement arrivera-t-il à relever tous les défis de Mayotte ? Cette fois, c'est officiel. La Haute Cour constitutionnelle valide la victoire d'Andrew Dzouel
à la présidentielle de Madagascar. La HCC malgache vient de l'annoncer. Les résultats officiels qui propulsent donc TGV, comme on l'appelle, à la magistrature suprême, selon les résultats publiés par la commission électorale et validés par la justice. Andra Zouel a largement emporté le second tour du 19 décembre dernier avec 55,66% des suffrages contre 44,34% à son adversaire Marc Ravalomanan. Suite de notre série de reportages sur la campagne des élections à la CAPAM, eux veulent une agriculture rémunératrice, solidaire, durable et responsable. Le syndicat MODEF, l'équivalent du MEDEF en agriculture, est aussi en campagne pour les élections de la Chambre d'agriculture, de la forêt et de l'aquaculture. Laïni Saïdachim et Farouseni ont suivi ses membres sur le terrain, bien sûr. Autour de la table, les membres du MODEF discutent stratégie à quelques jours des élections de la CAPAM. Le groupe doit s'assurer que le message sur les fondamentaux du mouvement est bien passé, le combat pour une rémunération digne des agriculteurs, la retraite ou encore la vente de produits locaux au juste prix. C'est jamais facile, mais là, on travaille pour que les agriculteurs puissent être rémunérés de leur travail. Et aussi demain aussi avoir de retraite puisque déjà ils commencent à cotiser sur MSA, donc avoir de retraite. Le jeune qui est en ce moment en formation puisse aussi s'installer. Dans l'exploitation de la candidate tête de liste du syndicat, on retrouve diverses activités, l'aviculture, le maraîchage et la production de bananes. Une diversification devenue obligatoire pour Zainaba Saïdi après plusieurs échecs, conséquence selon elle d'un dysfonctionnement des institutions agricoles. Sur l'élevage surtout, ça n'avance pas, ça n'évolue pas à cause des abattoirs. Donc depuis 2003 qu'on nous a fermé l'abattoir, on n'arrive pas à évoluer. Je veux voir qu'est-ce qu'ils font nos élus à la Chambre, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi nos projets n'aboutissent pas, qu'est-ce qu'ils font là-bas. Donc je crois qu'en arrivant là-bas, je vais pouvoir voir qu'est-ce qu'il fait, parce que moi aussi je bave là, que j'ai un projet depuis 2009, ça n'arrive pas à aboutir. Si la liste du mouvement de défense des exploitants familiaux remporte les élections, ses membres comptent redonner à la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture une image digne des professionnels agricoles locaux, mais surtout œuvrer pour redresser la situation financière de la structure. Et pour nous en éclairer davantage, nous recevons ce soir sur ce plateau Ali Amboudi, représentant donc de cette liste MODEF. Merci d'être venu. Bonsoir Amboudi. Bonsoir les auditeurs et les auditrices de Mayotte Première. Alors, à vous entendre, vous voulez être au cœur de l'agriculture mahoraise. D'abord, quelles sont vos priorités? Notre priorité, c'est faire en sorte qu'un agriculteur se sent heureux et se sent heureux dans son pays, dans son île. Ça veut dire pouvoir nourrir la population mahoraise et vivre de son métier. Ça, c'est notre priorité numéro 1. Comme ça a été dit, un agriculteur doit produire et doit nourrir la population et aussi avoir quelque chose à vivre. Donc, c'est l'environnement est notre clé de réussite. Oui, l'agriculteur doit avoir donc un grand engagement, mais avec quels moyens sur le terrain et surtout quelle vision auprès de la population, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'agriculture de base. Qu'est-ce que vous proposez à la population dans cette île où il y a ce qu'on appelle la nourriture de base, comme vous le savez, notamment. Comme vous le savez, à Mayotte, il y a le recensement qui a été fait en 2010 a eu 15 000 ménages. Et actuellement, nous avons à peine 1200 professionnels. Donc, ce que nous disons, c'est que notre agriculture est une agriculture que tout le monde envie. Parce que presque tous les Mahorais font de l'agriculture, mais notre idée, c'est sauvegarder cette façon de faire et ensuite inciter des gens à devenir des professionnels. Donc, au niveau de la Chambre, je reviendrai, c'est que la Chambre a une difficulté énorme. Mais je dirais, la difficulté ne vient pas
des élus de la Chambre. Je ne suis pas là à critiquer. Je suis là à dire qu'en 2014, quand il y a eu le ripation, ça veut dire l'Europe, est venue nous faire du mal, que ce soit les chambres, les coopératives, les associations, et même nous, les agriculteurs, ont des difficultés sur le terrain. On souffre parce que la subvention est là, mais on est incapable de l'obtenir. La difficulté est énorme, plus particulièrement sur l'ingénierie qu'on constate. Alors, votre slogan, une autre agriculture à entendre et puis avoir votre profession de foi. Ça veut dire quoi, une autre agriculture? Notamment le foncier. Qu'est-ce que vous proposez à la population? Au niveau des fonciers, nous allons faire en sorte que chaque jeune qui veut s'installer puisse avoir un lot de terre. Ça veut dire faire en sorte inciter la collectivité et l'État pour qu'un jeune qui veut s'installer puisse avoir un terrain pour s'installer. C'est notre combat. Et le combat, c'est que nous savons tous que si nous ne travaillons pas en étroite collaboration avec l'État et la collectivité pour que nos têtes de liste, qui est Zaina Sayed, qu'on a vu tout à l'heure, qui dit qu'elle travaille depuis, mais elle aimerait bien que demain, ses enfants puissent prendre la relève de son activité. Mais pour que ces enfants prennent la relève de son activité, il faut qu'il y ait une image, transparence de ce qu'elle fait. Donc notre idée profonde, c'est faire en sorte que dans la Chambre d'agriculture actuellement, il n'y a pas de directeur. On a même 2 directeurs. L'idée de MODEF, quand il arrive, c'est travailler avec la PCA. La PCA, c'est la Chambre des chambres, pour qu'on ait un vrai directeur, pour que la Chambre puisse aller dans le bon fonctionnement, pour que nous, les agriculteurs mahorais, et tous les acteurs mahorais puissent avoir un endroit pour pouvoir consulter et demander de ce qu'ils souhaitent faire. Ouais, l'agriculture, c'est aussi tout un combat, notamment la formation. Et là, qu'est-ce que vous allez aussi faire pour que la nouvelle génération puisse réellement s'intéresser à cette filière? Concernant la formation, nous avons dit qu'il n'y a pas seulement à former les techniciens de la Chambre, mais il y a à former les agriculteurs. Ça, c'est le fondement même de notre organisation. Pour nous, former l'homme, c'est l'instruire et le rendre plus compétitif. Donc, notre rôle à nous, c'est faire en sorte que tout agriculteur, sans distinction, puisse être formé. Comme je l'ai dit, nous sommes, nous sommes à la Vivea, c'est un établissement de formation agricole auquel nous cotisons chaque année à peu près 30 € par an pour qu'on puisse avoir des formations. Donc nous avons cet outil-là. MODEF va faire en sorte que cet outil de Vivea puisse être un outil de formation pour les agriculteurs et aussi pour les techniciens, pour que demain, chaque agriculteur qui veut monter de dossier, qui veut réussir, puisse réussir avec MODEF. Merci Ali Amboudi d'être venu ici répondre à nos questions. Merci encore une fois. Nous clôturons ce journal avec les CMEA qui sont connus pour leur implication dans l'animation et l'éducation populaire. Les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active étaient en séminaire ce mardi au conseil départemental. Un moment d'échange entre chercheurs professionnels et les jeunes pour revisiter l'action de développement. Le reportage de Hachim Seyed Hachim et Youssouf Abed Matoua. Une rencontre, des échanges et une écoute des jeunes pour définir de nouvelles orientations en matière d'éducation populaire. Un lieu pour se dire les choses, regarder la réalité et la jeunesse autrement. Quand on veut faire des actions avec les jeunes, il faut les accepter, il faut les écouter, il faut persévérer. Parce que la réussite ne se fait pas en un seul jour ou en un clin d'œil on réussit, mais quand le jeune participe, quand le jeune coopère, là on va vers une réussite. Une réussite qui fait défaut de nos jours, les jeunes l'ont transcrit à leur manière dans cette vidéo. Le film fait ressortir leur mal-être dans la société. À la question « Que ferais-tu si tu étais élu ?»,
L'insécurité, l'échec scolaire et le chômage étaient en tête de leur programme. Je suis d'accord avec ça, certaines, parce que moi, en tant qu'ancien jeune ambassadeur des droits auprès des enfants, j'ai entendu des choses, j'ai vu des choses par rapport à ces jeunes. Du coup, il y a des choses qui sont aussi avec les jeunes adultes. Du coup, c'est tout à fait normal que je partage aussi cet avis parce que je fais partie de cette communauté-là. Il faut créer les conditions pour écouter cette jeunesse. Nous ne le faisons pas assez, il faudra qu'on aille dans ce sens-là, mais ils ont raison. Pour l'essentiel de ce qu'on a entendu tout à l'heure, nous disons la même chose. S'agissant de la protection de l'enfance, par exemple, ils considèrent qu'il faut que nous sortions ces jeunes-là de la rue parce que si on ne s'occupe pas d'eux, ils vont s'occuper de nous, mais nous disons exactement la même chose. Joëlle Bordet, psychosociologue chercheuse, a eu quelques occasions de côtoyer la réalité de la jeunesse mahoraise. Elle évoque des richesses et d'autres situations complexes, parmi elles, celles liées à l'immigration et à l'accès à la nationalité. Toutes les jeunesses ne se ressemblent pas. Et je pense que c'est vrai que nous, on a travaillé là-dessus, mais je pense aussi que la rencontre des jeunesses, c'est très important. Donc moi, je suis un peu un passeur entre les jeunesses. Et mon travail, c'est aussi de créer de la connaissance sur ce que vivent les jeunesses, à la fois dans la France hexagone, à Mayotte et ailleurs dans le monde. Les conclusions de ce séminaire serviront à fixer des politiques publiques. Elles seront aussi une bonne base de travail pour les professionnels. Et c'est la fin de cette édition dont voici le principal titre. Les entreprises mahoraises en difficulté face à la conjoncture économique, mais elles arrivent à se stabiliser, à en croire l'enquête menée par l'INSEE dans son rapport 2016 rendu public. Nos entreprises dites formelles ont produit pas moins de 500 millions d'euros de richesse et investi plus de 100 millions d'euros. Dans un court instant, je vous retrouve pour la version mahoraise de cette édition. Merci encore une fois de votre fidélité. Passez une agréable soirée sur La Première.